Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale de notre série d'analyses approfondies. Ce soir, nous plongeons dans l'un des développements les plus explosifs des relations internationales que nous ayons vus depuis des années. Le conflit qui s'intensifie entre les États-Unis et l'Iran. Le titre qui a capté l'attention mondiale et soulevé de sérieuses questions sur la stratégie et le leadership est centré sur des rapports selon lesquels le président Donald Trump, après avoir lancé une série de frappes dévastatrices contre l'Iran, aurait discrètement contacté des intermédiaires pour proposer un cessez-le-feu. Selon plusieurs sources, notamment des médias israéliens comme WET et des déclarations de responsables iraniens, cette offre a été rapidement rejetée par Téhéran. En fait, certains récits décrivent la réponse de l'Iran comme dédaigneuse, presque moqueuse, soulignant à quel point la méfiance est profonde entre ces deux nations. Ce n'est pas seulement une histoire de puissance militaire ou de faux pas diplomatiques. C'est une fenêtre sur l'état fragile de la sécurité mondiale en 2026. Nous allons le décomposer étape par étape. Les événements qui nous ont menés ici, les frappes elles-mêmes, la féroce riposte de l'Iran, l'appel secret à la paix dans les coulisses, et ce que tout cela signifie pour la région et pour nous ici chez nous. Nous examinerons le coût humain, les répercussions économiques et les implications plus larges pour la politique étrangère américaine sous le président Trump. Restez avec nous. C'est une conversation qui exige toute notre attention car les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Commençons par planter le décor. Pour comprendre pourquoi nous en sommes là où un président américain cherche apparemment une sortie rapide d'un conflit qu'il a lui-même initié, nous devons revenir sur la longue et complexe histoire entre les États-Unis et l'Iran. Les relations sont tendues depuis la révolution islamique de 1979, lorsque des étudiants iraniens ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Téhéran, retenant 52 Américains en otage pendant plus d'1 an. Cet événement a empoisonné les liens pendant des décennies, entraînant des sanctions, des conflits par procuration et des accusations mutuelles de terrorisme. Avançons jusqu'aux années 2010. L'administration Obama a négocié le plan d'action global commun, ou JCPOA, en 2015, qui limitait le programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. Mais le président Trump s'est retiré de cet accord en 2018, le qualifiant du pire accord jamais conclu, et a réimposé de lourdes sanctions, visant ce qu'il appelait une pression maximale pour forcer l'Iran à revenir à la table des négociations à de meilleures conditions. Cette stratégie a déclenché une chaîne d'escalade. En 2020, Trump a ordonné la frappe de drones qui a tué le général iranien Qassem Soleimani, poussant l'Iran à tirer des missiles sur des bases américaines en Irak. Les tensions ont couvé mais n'ont jamais éclaté en guerre totale jusqu'à maintenant. Au cours des années suivantes, le programme nucléaire iranien a progressé, avec des rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique indiquant des niveaux d'uranium enrichis bien au-delà des besoins civils. En 2025, au milieu des protestations en cours en Iran contre la gouvernance sévère du régime, Téhéran faisait face à une agitation interne. Les manifestants étaient confrontés à de brutales répressions, notamment des massacres qui ont suscité une condamnation internationale. Le président Trump, lors de son second mandat, a à plusieurs reprises averti l'Iran de ne pas poursuivre les armes nucléaires ou d'escalader la violence contre son propre peuple. Puis est venu le point de rupture. Début février 2026, des pourparlers indirects médiés par Oman ont repris entre les États-Unis et l'Iran à Genève. C'étaient des négociations à très hauts enjeux. Les États-Unis exigeaient un arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, des restrictions sur les missiles balistiques et la fin du soutien aux groupes par procuration comme le Hezbollah et les Houthis. L'Iran, sous le guide suprême Ali Khamenei, cherchait un allègement des sanctions et la reconnaissance de son influence régionale, mais les pourparlers ont achoppé. Des responsables américains, dont le secrétaire d'État Marco Rubio, ont accusé l'Iran de mauvaise foi, citant des renseignements suggérant que Téhéran accélérait ses activités nucléaires malgré les discussions. Le 26 février, le dernier cycle s'est terminé sans accord. Seulement 2 jours plus tard, le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées sous le nom de code Opération Epic Fury. Ce n'étaient pas des attaques limitées. C'était un assaut massif multidomaine. Des avions de guerre américains et israéliens, soutenus par des opérations cybernétiques et des barrages de missiles, ont ciblé les installations nucléaires de l'Iran, les sites de missiles balistiques, les actifs navals et les principaux complexes de commandement. Des rapports du Pentagone confirment que plus de 2000 cibles ont été frappées dans les premières 48 heures seulement. Parmi les victimes, le guide suprême Ali Khamenei lui-même, tué dans une frappe sur un centre de commandement à Téhéran, ainsi que des dizaines de hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique, les CGRI. Les médias d'État iraniens ont annoncé la mort de Khamenei le 1er mars,
déclarant une période de deuil de 40 jours et jurant de se venger. Les frappes ont également décimé la marine iranienne dans le golfe d'Oman. 11 navires coulés ou neutralisés, dont la corvette de Place Jamaran et le porte-drone Shahid Baghri. Le président Trump, dans une allocution vidéo depuis la Maison-Blanche, a décrit l'opération comme nécessaire pour empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires et pour soutenir le peuple iranien dans le renversement de leur régime malade et sinistre. Mais c'est ici que le récit change radicalement. Selon un rapport du journaliste israélien Nahum Barnea publié dans INE le 1er mars, les États-Unis avaient initialement prévu une courte campagne de 4 à 5 jours, conçue pour affaiblir la position de l'Iran et forcer un meilleur accord à la table des négociations. Au lieu de cela, les frappes ont déclenché une réponse iranienne immédiate et féroce. L'Iran a tiré des salves de missiles balistiques et de drones sur des bases américaines à travers la région, notamment à l'Udeid au Qatar et des sites au Koweït et en Arabie saoudite. 4 soldats américains ont été tués au Koweït, avec d'autres victimes signalées lors d'attaques ultérieures. Le Hezbollah, l'allié de l'Iran au Liban, s'est joint à la mêlée, lançant des roquettes dans le nord d'Israël. Les Houthis au Yémen ont ciblé la navigation en mer Rouge et même des installations énergétiques dans les États du Golfe ont été visés. Dès le 1er mars, un seul jour après le début du conflit, des rapports ont émergé selon lesquels le président Trump avait dépêché des médiateurs, notamment via l'Italie et un autre pays non identifié, pour proposer un cessez-le-feu. L'offre, telle que détaillée dans l'article de INE, est corroborée par le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi dans une publication sur les réseaux sociaux, prévoyait un arrêt immédiat des hostilités avec un retrait des deux côtés. La justification de Trump, selon des sources proches de la Maison-Blanche, était de prévenir une nouvelle escalade et d'éviter une guerre prolongée qui pourrait entraîner davantage d'acteurs régionaux. Mais l'Iran l'a rejeté catégoriquement. La publication d'Araghchi qualifiait la proposition d'insincère, accusant les États-Unis de chercher une pause seulement après avoir réalisé les coûts de leur agression. Des responsables iraniens s'exprimant auprès de Reuters ont souligné que toute discussion doit inclure le retrait complet des forces américaines de la région et des réparations pour les frappes, des demandes que les États-Unis ont qualifiées de non-starter. Pourquoi Trump, qui avait fait campagne sur la force et la fin des guerres sans fin, initierait-il un conflit pour ensuite chercher une sortie rapide? Les analystes pointent plusieurs facteurs. Premièrement, les briefings de renseignement, les évaluations américaines, telles qu'exposées dans un rapport du New York Times du 1er mars, suggéraient que le programme nucléaire iranien était plus proche de la militarisation que ce qui était reconnu publiquement, ce qui a incité à une action préemptive. Trump lui-même, dans une interview avec The Atlantic le 1er mars, a déclaré que les frappes visaient à rendre les futures négociations beaucoup plus faciles en démontrant la détermination américaine, mais la riposte iranienne rapide frappant des actifs américains et causant des morts américains a vraisemblablement pris l'administration par surprise. La politique intérieure joue également un rôle. Avec les élections de mi-mandat qui se profilent en novembre 2026, Trump fait face à la pression de sa base, qui s'oppose aux engagements militaires à long terme. Des sondages Reuters-Ipsos du 1er mars montrent que seulement environ 25% des Américains soutiennent les frappes, avec des préoccupations concernant la hausse des prix du pétrole et l'escalade potentielle. Du côté iranien, le rejet a un sens stratégique. La mort de Khamenei a galvanisé les partisans de la ligne dure à Téhéran. Le conseil de direction nouvellement formé, comprenant le président Massoud Pezeshkian et le chef du pouvoir judiciaire Gholam Hossein Mohseniejei, a juré de continuer le combat. L'arsenal de missiles iranien, estimé à des milliers de projectiles, lui permet de soutenir une guerre asymétrique sans avoir besoin d'égaler la puissance conventionnelle américaine. En ciblant les bases américaines et les infrastructures du Golfe, Téhéran cherche à augmenter les coûts pour Washington et ses alliés, forçant une remise en question. Comme un député iranien l'a déclaré aux médias d'État, nous leur avons dit que toute attaque coûterait entre 3 000 et 4 000 vies américaines. Cela fait écho aux avertissements pré-frappe de l'Iran que Trump avait apparemment ignorés. Les répercussions économiques sont déjà saisissantes. Les prix du pétrole ont grimpé de 8% le 1er mars, le Brent atteignant $90 le baril face aux craintes de perturbations dans le détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% des flux pétroliers mondiaux. Le trafic maritime a ralenti considérablement et les compagnies aériennes déroutent leurs vols au-dessus du Moyen-Orient. Les États du Golfe comme le Qatar, Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui accueillent des bases américaines, ont subi le choc des frappes iraniennes et font maintenant pression sur Trump pour une désescalade. Des rapports d'Al Jazeera indiquent que ces nations ont contacté le président russe Vladimir Poutine, qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat le 2 mars. La Chine a également appelé à la retenue, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi réitérant la position de Pékin en faveur du dialogue. Faisons une pause ici pour réfléchir au bilan humain.
En Iran, des estimations de l'Associated Press suggèrent plus de 555 civils et militaires morts, dont des écoliers pris dans les tirs croisés près des sites ciblés. En Israël, 11 morts dus aux missiles iraniens. Et ces 4 soldats américains au Koweït, dont les noms ont été divulgués par le Pentagone, la sergente Emily Rodriguez, le caporal Jamal Thompson, le soldat de première classe Esha Patel et le spécialiste Marcus Lee. Ce ne sont pas que des statistiques. Leurs familles brisées, des vies fauchées dans un conflit dont beaucoup remettent en question la nécessité. Le président Trump, dans ses remarques du 2 mars, a reconnu qu'il y aurait probablement davantage de victimes américaines, mais a présenté l'opération comme essentielle pour détruire les capacités en missiles et la marine de l'Iran. Le chef d'état-major interarmé, le général Dan Ken, a abondé dans ce sens, affirmant que les frappes avaient permis d'obtenir la supériorité aérienne sur Téhéran. Mais est-ce tenable ? Les experts à qui j'ai parlé aujourd'hui dressent un tableau sombre. La docteure Suzanne Maloney de l'Institut Brookings note que le changement de régime, l'objectif apparent des États-Unis, a un piètre bilan, citant l'Irak en 2003. Tuer Khamenei ne fait pas s'effondrer le système, cela le renforce, dit-elle. Pendant ce temps, l'ancien directeur de la CIA John Radcliffe, dans une interview sur CNN, défend les frappes comme ayant anéanti les menaces de l'Iran, mais même lui admet le risque d'une guerre plus large. Les puissances régionales sont méfiantes. L'Arabie saoudite a condamné les représailles iraniennes mais n'a pas rejoint la coalition américaine. Le président turc Erdogan a qualifié les actions américaines d'imprudentes, tandis que des dirigeants européens comme Friedrich Merz en Allemagne appellent à un retour à la diplomatie. En avançant, la grande question est, quelle est la suite ? Trump a signalé son ouverture à des pourparlers avec le nouveau leadership iranien, déclarant à The Atlantic le 1er mars qu'ils veulent parler et qu'il a accepté. Mais avec l'Iran qui rejette les cessez-le-feu et lance de nouvelles attaques, comme le montrent les images du ciel du Koweït rempli de missiles, la voie vers la paix semble étroite. Les États-Unis ont déployé davantage de forces dans la région selon les annonces du Pentagone le 6 mars. Mais maintenir cela pourrait mettre les ressources à rude épreuve. Des pénuries de munitions, mises en évidence dans une analyse du Washington Post, signifient que chaque intercepteur patriote coûtant 4 millions de dollars pourchasse des drones iraniens moins chers, vidant rapidement les budgets. Ce conflit expose également des fractures dans la politique américaine. Les démocrates, dont le président de la Chambre Hakeem Jeffrey, exigent un vote du Congrès sur les pouvoirs de guerre, critiquant Trump pour avoir contourné la surveillance. Même certains républicains, comme le sénateur Rand Paul, mettent en garde contre une autre guerre sans fin. L'opinion publique est divisée. Un sondage PBS montre un soutien en baisse à mesure que les prix de l'essence augmentent, atteignant 4,50 $ le gallon dans certains États. En concluant ce segment, réfléchissons à la vue d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de bombes nucléaires ou de missiles. C'est une question de pouvoir, de fierté et des limites de la force. Le geste audacieux du président Trump visait à remodeler le Moyen-Orient, mais le non défiant de l'Iran à sa demande de cessez-le-feu suggère un calcul erroné. Alors que le monde regarde, l'espoir est que les esprits plus calmes l'emportent avant que d'autres vies ne soient perdues et que la région ne s'enfonce davantage. Nous continuerons à surveiller les développements de près. Merci de m'avoir rejointe. Restez informés.